Exactement. On ne va pas parler de ludique, mais là de l'humour. Se permettre l'humour et le décalé. Et donc c'est sur ce quoi on va finir avec les deux Alice et artistes Sonia. qu'on veut vous présenter, Alice et Sonia, qui prennent vraiment le pari du canular, on va dire ça comme ça. Donc c'est autour de Welbeck. Ces deux femmes ont deux dispositifs. Elles créent une œuvre fictive signée Welbeck. Une émission radiophonique long, mais très documentée. C'est du faux vrai. Et la troisième chose que vous allez voir, c'est une exposition qui a eu lieu au 104. On est allé donc y filmer là-bas. Moi, je tenais la caméra et puis je m'en poser des questions. Et très cheap, 3 000 € pour les yeux de guide, du graphisme, de la maquette et de la presse. Et le pari, vous allez vite comprendre, je crois, c'est que Welbeck, c'est un auteur contemporain qui peut agacer. Et donc, voilà, on est parti sur ce thème-là. Et on va vous laisser regarder, et puis si vous avez des questions un peu après, mais je me tais parce que je sais qu'il y en a qui doivent partir pile à -10, sinon on va rater leur train. Qui agace et qui est considéré comme un grand écrivain, en tout cas une plume qui compte aujourd'hui. Donc elles se sont aussi attaquées justement au canon, ou en tout cas une forme de révérence vis-à-vis d'un écrivain. Si on fait la genèse des deux projets, on ne va pas partir du tout ni de la littérature ni de Michel Houellebecq, mais de Mirapolis, qui est en fait ce parc à thème dont il est question dans l'émission qu'on a enregistrée pour France Culture, et qui est une histoire qui nous a intéressés depuis il y a très très longtemps, depuis qu'en fait on était au Beaux-Arts, donc ça fait plus de 10 ans qu'on avait envie de créer une œuvre, une pièce à partir de l'histoire du parc d'attractions de Mirapolis, et on n'avait jamais trouvé quelle forme donner à cette histoire qui est complexe et assez hallucinante. Et puis un jour, on s'est dit que finalement, cette histoire de Mirapolis, l'histoire du parc d'attractions, est tellement incroyable, improbable, qu'on s'est dit que ça ferait un bon pastiche de Michel Houellebecq, que ça pourrait complètement être l'un des thèmes de ses romans. Ce qui nous a amené, du coup, à écrire ce pastiche, puis à rencontrer Michel Houellebecq, peut-être. C'est suite justement à la Mirapolis sur France Culture qu'on nous a mis en contact avec Michel Houellebecq pour diverses raisons. Et on s'est intéressé notamment à comment il habitait, parce qu'il y a justement dans l'émission un moment, enfin tout se passe dans sa maison. On l'a rencontré et il nous a montré, je pense avec beaucoup de joie, l'intérieur de sa maison, que ça allait des WC à sa chambre. Et en sortant de là, on s'est dit que c'était quand même assez exceptionnel et qu'on pouvait vraiment justement faire un projet sur ce que pouvait devenir le lieu où habite cet écrivain qui est très célèbre. Et du coup, c'est de la visite chez Michel Houellebecq qu'on a eu envie de faire un projet focalisé sur sa maison d'écrivain dans le futur. À partir de là, on a commencé à se documenter et en particulier, on a découvert les travaux de Justine Delassus sur la thèse qu'elle a faite sur pas que sur les maisons d'écrivains, mais sur la littérature dans les parcs d'attractions, dans les maisons d'écrivains, et je sais plus, il y avait un troisième axe dans sa thèse. En tout cas, on a découvert pas mal d'histoires de maisons d'écrivains, on s'est dit qu'il y avait matière à faire ce projet, ce deuxième projet. Voilà. Et alors justement, vous parlez de votre visite chez Michel Houellebecq, et là dans l'exposition et dans le documentaire sur France Culture, est-ce qu'on est vraiment dans, est-ce que vous avez pris des éléments de la réalité, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une réflexion, l'entité maison d'écrivain appliquée en l'occurrence à Michel Houellebecq, mais est-ce que c'est une maison et ici une installation située, et est-ce que pour Dimanche aussi on est en phase avec un modèle, avec le modèle de la maison Michel Houellebecq? Oui, dans la mesure où on s'est servi évidemment de ce qu'on a vu
chez lui et qui était assez improbable et inattendu de ce qu'on se représente et qui serait un intérieur d'une maison d'écrivain ou de là où écrit un auteur qui, on imagine je sais pas, un environnement très classe en fait, alors que pas du tout. Et puisque il nous a fait visiter l'intégralité des pièces dans les moindres recoins, évidemment qu'on s'en est servi. Après, on ne distingue pas, notamment dans cette exposition, ce qui relève de ce qui est réellement chez lui, qu'on représente de la même manière que ce qu'on a créé et inventé. Et parce qu'on n'a pas envie non plus d'aller chercher le visiteur ou l'auditeur sur le versant de la curiosité un peu mal placée ou du voyeurisme sur ce qu'il y a chez Michel Houellebecq. Oui, on n'a pas le moyen de faire le tri en ce qui est réel et pas réel. On donne l'information sur ça, effectivement. Ça évacue aussi le fétichisme. Ça évacue le fétichisme et en tout cas, même nous, ce qu'on a ensuite imaginé qu'il pourrait y avoir chez lui, c'est par contre inspiré de ce qu'on a vu et de ce qui est réellement chez lui. Donc c'est juste comme si on prolongeait et qu'on poussait un petit peu plus loin son univers, voilà, en l'exagérant en fait, mais ça reste lié à ce qu'on a vu. Et si la source est la maison, ça a aussi été sans doute l'exposition Palais de Tokyo ou bien la lecture de la carte et le territoire. Oui, alors l'exposition Palais de Tokyo, moi je ne l'ai pas vue. Oui, je l'ai vue, mais je pense que c'est lui-même qui se met en scène dans l'exposition Palais de Tokyo. Lui-même choisit la manière dont il souhaite que son univers soit représenté. Donc je pense que cette exposition, voilà, moi je l'ai vue, Sonia l'a pas vue, mais je pense que la seule chose qu'on peut tirer de cette exposition, c'est justement la parfaite maîtrise qu'a Michel Houellebecq de la représentation de son personnage. Et la carte des territoires, parce que justement, toute cette réflexion aussi autour de la destruction de la maison, de l'incendie, de l'iconoclasme, est-ce que ça vous a servi un peu de fil conducteur ou finalement c'est pas une source particulière c'est une source parmi d'autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'imaginer que quand Michel Houellebecq sera mort, il ne sera plus là pour maîtriser son image. Et donc, on se disait que c'était d'autant plus amusant de le faire de son vivant et de proposer aussi aux visiteurs de s'emparer de sa mémoire, de sa postérité en fait dans le futur, puisque lui, il ne pourra plus rien faire quand il sera mort. Peut-être qu'on peut poser la question qui est assez anecdotique, je ne sais pas si ça se retrouvera après au montage, mais comment il a accueilli ce qu'il a vu l'installation Plutôt bien, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Non mais j'ai plutôt bien l'idée, il a bien accueilli, je pense qu'il a trouvé ça drôle. Après, il angoisse beaucoup à l'idée, je pense que de sa mort, justement comme disait Sonia, je pense que c'est un moment où il ne va rien pouvoir maîtriser. Et ça on a bien ressenti. Il n'a pas vu l'expo. En fait, il avait lu notre pastiche et bien apprécié, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça pourrait être un livre que je pourrais écrire. Ou Aurélien Bélanger nous avait dit que aussi, ça faisait partie des thèmes effectivement possibles pour les deux auteurs. Et par la suite, quand on a eu ce projet, on l'a convié au Centre Pompidou, puisqu'on a présenté cette exposition aussi en septembre. Et il nous a souhaité tout le bien et tout le bonheur possible pour ce projet, mais en précisant qu'il n'était pas en état d'avoir des relations sociales, donc il n'est pas venu. Donc je pense qu'il ne viendra pas non plus au 104 et que ça doit être assez compliqué quand on s'appelle Michel Houellebecq et qu'on a la tête qu'il a de sortir un peu incognito dans les lieux comme le Centre Pompidou ou le 104. Donc en fait c'est aussi le point de départ qui fait que c'est plus intéressant de faire ce projet avec Michel Houellebecq qui est un auteur assez clivant en fait aujourd'hui. Donc sur la question de la postérité, c'est d'autant plus intéressant de le faire sur un auteur clivant qu'un auteur pas clivant du tout. Et puis non mais pareil pour la gratuité de s'amuser à inventer des mots pour quand il sera mort quoi. C'est du jeu quoi pour nous. De manière générale dans tous nos projets on essaye d'avoir une ligne, justement un fil rouge, mais autour de ce fil rouge d'agréger des réflexions ou des thèmes, des choses qui sont extrêmement différentes et justement auxquelles on ne s'attend pas, ce qui peut effectivement créer cette impression un peu fragmentaire. Ce qui est amusant, c'est que pour le coup, nous, on lit beaucoup, on se documente beaucoup, on lit beaucoup de travaux d'universitaires,
de livres tout court. En revanche, on fréquente très très peu les musées. On a fait très peu de visites de maisons d'écrivains. La seule qu'on a faite en réalité, Alors, c'est c'est de Victor Hugo. Victor Hugo, la maison où il est né à Besançon. Ouais. Essentiellement parce qu'on venait voir le spectacle d'une amie qui créait son spectacle au CDN de Besançon. Mais en réalité, on ne fréquente absolument pas les musées. Donc la connaissance qu'on en a est très à distance, parce que nous-mêmes, on est évidemment artistes. Et on expose. Nous, on aime bien organiser les trucs. On aime bien réfléchir en se disant, bon bah voilà, en fait, il y a ça qui existe, et du coup, c'est différent de ça pour telle raison. Donc c'est la petite... C'est surtout un outil aussi, justement, pour imaginer. Alors, par exemple, tu parles de muséographie, mais aussi sur le devenir de la mémoire de Michel Houellebecq. C'est un outil qui permet, est-ce que ça peut devenir comme disait Julien, est-ce qu'il peut avoir sa mémoire sera conservée de cette façon-là. Je pense que c'est un outil, la classification. Ouais, c'est un outil en fait pour nous imaginer des choses. En fait, c'est comme si c'était une petite marche sur laquelle on monte pour imaginer des choses. Et puisque ça a été possible, puisque ça existe, que c'est complètement possible que dans le futur des choses se passent. Évidemment, ça ne se passera pas de la même manière, mais justement, puisqu'il y a toutes ces histoires de maisons d'écrivains qui sont quand même aussi étonnantes de diversité et de destin. On aime bien partir de l'histoire de manière générale pour ensuite imaginer des choses qui n'ont plus rien à voir avec un aspect documentaire et où là on lâche complètement les brides pour imaginer des choses et se marrer. Mais du coup, nous on n'a pas du tout de parti pris ou de vision particulière sur ce que serait une bonne maison d'écrivain ou une mauvaise maison d'écrivain. On n'a pas non plus de... peut-être que certains visiteurs peuvent ressentir une forme de lecture critique de ces institutions, mais en réalité pas vraiment. Nous, c'est plus aussi un prétexte pour raconter des choses et imaginer. Est-ce que la maison musée, c'est pas un parc d'attraction d'écrivains, et est-ce que du coup c'est légitime, et est-ce que ça va continuer à être à la mode et fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui? En fait, je pense juste à un truc, c'est qu'on s'est jamais dit, mais si nous aussi on a ce rapport un peu détaché de la maison d'écrivain, c'est qu'on n'a pas du tout un tempérament de fan, ou alors on est très intéressé par les œuvres de plein de, soit d'auteurs, soit d'artistes, mais on n'a pas de rapport de fascination à la personne en fait. Oui. Et du coup, la maison d'écrivain, quel que soit ce qu'on met dedans, il y a quand même cette curiosité pour, de toute façon, quoi qu'il en soit, une intimité ou un rapport très proche avec la personne, l'homme en fait, plus que l'artiste ou l'œuvre. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous, on le fait de manière aussi détachée, avec autant de second degré, mais qu'aussi on n'a pas du tout d'intérêt pour les maisons d'écrivain, tout simplement. Ouais. Parce que, et puis dans la MMH, à la fin, le modèle, c'est la roulotte. Enfin, le modèle, la maison, elle est détruite. Elle n'existe plus. C'est la caravane ou la niche. La caravane ou la niche. Ouais. Voilà. Et donc c'est l'anti-maison. Enfin, dans les deux cas, c'est une forme d'anti-maison. C'est le hors les murs. C'est un canular et ça hors les murs. L'itinérance. Il y a quand même un geste de destruction, de déconstruction de la maison. Ouais. Donc c'est toujours le... Ceci dit, moi, si franchement un jour il y a la niche ou la caravane, j'irais bien visiter ce genre de musée. Quoi. Je pense que c'est une vraie reconstruction à partir de rien. Quoi. À partir d'un article, juste d'une citation de presse, il n'y a même pas d'article. C'est l'imaginaire débridé de ce que pourrait être cette personne. Et donc pour vous, ces deux œuvres-là n'ont pas eu vocation à éclairer le statut de la maison musée et à la critiquer. C'était pas un une intention. Afficher une intention que d'arriver en fait à ces non, on s'est juste dit que c'était un très bon thème, un très bon sujet. Que c'est absolument possible, comme cette justement écrivaine irakienne, en tout cas dont on a retrouvé quelques plaquettes, mais dont on ne sait rien. Enfin, si on devait lui faire une maison musée. Mais pareil, je pense que ce qui nous intéresse plus, c'est le destin des auteurs. Enfin, par exemple, Charles Maurras, et le fait qu'il ait quand même décidé de léguer à la ville de Martigues sa maison, alors que la ville de Martigues est historiquement communiste, alors que lui-même est d'extrême droite. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est l'histoire et le destin et les événements politiques en fait, qui vont jouer sur le destin des écrivains. Ça nous intéresse beaucoup plus que la maison d'écrivains en tant que telle. On est plus sur le versant sociétal, je pense, et historique que le musée. Mais en fait, c'est comme si le musée, pour nous aussi, la maison musée, c'est l'endroit où ça se concrétise. Où pour nous, on a un point d'accroche pour dessiner, pour imaginer, pour
c'est l'endroit où la postérité, elle est matérielle. Enfin, Oui, c'est le matérialisée. point d'accroche, c'est le vestige qui reste et qui va un peu Voilà. rendre sensible et Exactement. rendre visible ces questions-là, quoi. Ouais. Au-delà du nombre de livres qui restent encore édités 300 ans après la mort, ou du nombre de lecteurs, où c'est beaucoup plus abstrait en fait. Là, pour nous, c'était, je pense, un moyen plus incarné et concret Ouais. pour dessiner, imaginer des choses. Après, effectivement, c'est une exposition qui n'est pas très adaptée à un public jeune. Ce qu'on se disait, c'était que c'était à partir du lycée qu'on peut, je pense, peut-être un peu apprécier ce travail-là. Mais sinon, d'une manière générale, il n'y a pas besoin de connaître Michel Houellebecq pour visiter l'exposition. Il n'y a pas besoin d'avoir de références. Et même quand on avait travaillé sur les que sais-je, l'humour, pour nous, c'est un moyen, effectivement, d'essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qui nous passionne et ce qui est à la base pas très intéressant, quoi. Ça serait un peu long de citer toutes les choses qui existent qui ont fait une bêtise. Alors, prenons l'exemple au hasard des pommes. Quelles bêtises ont donc bien fait les pommes? Si on parle de maison d'écrivain ou de que sais-je avec des gens, ils vont dire ouais, bon, ouais, il n'y a pas d'enjeu en fait particulier. Donc le fait d'y mettre de l'humour ou de rattacher à d'autres questions plus larges, ça nous permet d'essayer d'intéresser le public, ce que selon nous, beaucoup d'artistes contemporains ne font pas, ne prennent pas en tout cas en considération le fait que peut-être que ce qui les passionne, les gens d'une manière générale n'en ont rien à faire. Et du coup, le personnage du conservateur, c'est pour ça qu'il est aussi peut-être commun à vos deux démarches, parce que le conservateur, finalement, il va en prendre quand même pas mal pour son grade, et il est un peu mis à mal, hein, le personnage du conservateur de musée. Le fait aussi que le visiteur soit le conservateur là, dans MMH, là, c'est une façon peut-être aussi pour vous de raccrocher ces deux idées-là, non? Cette idée que vous faites les choses pour le public et pas pour les milieux... Oui. Ouais. Puis être Cultureux. conservateur du patrimoine, enfin, ça reste un être humain avec ses faiblesses, ses mauvaises blagues et une manière de penser qui des fois est aussi seulement pour son intérêt. Enfin, on va dire en fait, donc, je pense aussi c'est pour le rendre très humain. Ouais. Ça permet au public aussi de s'emparer de questions qui pouvaient paraître un peu la littérature, des choses très érudites. Parce que justement, il y a tellement de strates en fait, dans Mirapolis qui nous intéressent. C'est pas seulement le parc, c'est ce que sont devenues les attractions, ce qui s'est passé à l'ouverture du parc, avant l'ouverture, pendant, etc. que à rendre visuellement, c'était pas possible. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est un documentaire sonore, que ça a pris cette forme-là. Ouais. Imaginez un parc d'attractions qui vous immerge dans les légendes des grands romans de France. Imaginez qu'en 2026, Michel Houellebecq sorte de l'oubli cet improbable projet de la fin du XXe siècle en publiant Mirapolis. Imaginez encore, 50 ans après, qu'une émission y consacre un numéro. Imaginez ce que vous n'auriez jamais pu imaginer sur Michel Houellebecq. Parce qu'à l'origine, ça aurait pu être visuel et vous avez... On s'est un peu perdu, ça fait partie de Mirapolis, là. Enfin, l'émission, maintenant, c'était l'année dernière, donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais Mirapolis, quand on s'était passionné pour ça, on était au Beaux-Arts. Donc on était au tout début de notre collaboration, je pense qu'on s'était un petit peu noyé sous la masse de documents qu'on avait, qu'on avait collectionnés, et on savait plus trop quoi en faire. Donc on l'a laissé reposer aussi pendant 9-10 ans, et ensuite on s'est dit non en fait. Mais en tout cas, ce qui nous intéressait énormément dans Mirapolis, c'était pas tant les images, bon, les images sont impressionnantes, mais c'était surtout les récits qu'il y avait autour de... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça, c'était... oui, les fragments, c'était dans le sens très positif de l'hybridité, de la capacité à faire récit de choses éparses, d'enjeux très différents. Ce que vous disiez aggloméré, mais c'est d'arriver à tisser de façon subtile tous ces éléments-là. Et la forme visuelle, oui, mais le fait que vous alliez vers le récit, pour nous, c'est du pain béni, puisque c'est pas, le patrimoine littéraire, la façon de le faire vivre, c'est quand même de réinsuffler le plaisir du récit, de raconter des histoires, des mots. Donc, on n'a pas d'éléments
de l'exposition MMH, mais elle tourne, hein, donc c'est sûrement l'occasion de la voir, dans ce musée Houellebecq fictif, et où, avec le guide, la première question, c'est que voilà, il est mort et vous êtes conservateur et vous décidez peut-être soit de détruire tous les objets, option A, soit de créer le musée, etc. Et il y a tout un ensemble de scénarios, d'hypothèses, les choix possibles, et nous ont voilà, expliqué qu'on tombait quand même pas tout de suite sur l'évacuation et tout détruire. Et c'est programmé pour. Voilà, On c'est arrive programmé. toujours à cette option-là au final. Avec, Tu spoil, quoi. Ou pas. T'as tout dit. Allez à Bayeux, parce qu'elles sont en ce moment à Bayeux, je crois. On l'a inclus au montage. Hein, elles sont actuellement, je crois, ou en novembre. C'était prévu en tout cas. Oui, normalement, elles sont à Bayeux. Je crois que c'est dans le montage. Et j'en profite pour remercier beaucoup Thomas Perron, qui est un étudiant à moi et qui a fait le montage sur ses heures personnelles. Voilà. Merci Thomas. Voilà, elles sont au radar de Bayeux. Donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas de faire l'expérience parce que il n'y en a pas beaucoup. C'est déployé dans un espace ou c'est juste audio? Non, tu as un espace on a mis quelques photos là où tu as des maquettes de maisons d'écrivains. En 2D. C'est du travail graphique en fait. Ouais, en 2D, des plans. Des éléments, des fausses lunes de journaux qui t'annoncent la mort de Houellebecq dans différents pays. Une table d'orientation avec 5 maisons d'écrivains présentées. Donc c'est assez léger comme dispositif pour l'itinérance, c'est idéal. Et un Parce que audio c'est un guide. peu de mural et très peu de... Voilà. Et tu as un audio guide. Et en fait, tu as donc 5 ou 6 pistes de lecture. Et avec ton audio guide, tu choisis maison A, B, C, etc. Et après, tu suis les instructions du texte et tu navigues comme ça. Et oui, la conception, c'est ça ce qu'elles nous ont dit. Enfin, leur forfait, on ne sait pas, mais le dispositif, en tout cas, du guide, c'est 3 000 € pour avoir ces guides-là et que le visiteur puisse faire son itinéraire. Et c'est assez provoquant dans les choix possibles. Parce qu'en effet, il y a vraiment le fait de pouvoir refuser les conservateurs de chez Houellebecq, on peut aussi arrêter, etc. C'est vraiment bien fait. Et le reportage radiophonique, enfin le faux reportage, il y a aussi une bonne introduction à leur démarche et à cette installation. Et elle réfléchissait pour le petit volume, c'est Oui. pour ça qu'on ne l'a pas en main. Oui, c'est savoir si elles vont l'éditer, oui. Tout le récit, et des choix Oui, possibles, c'est retranscrit. de ces 5 récits possibles. Il y a un récit dont vous êtes le héros, là il y a un récit dont vous êtes le conservateur. C'est ça, c'est possible que vous êtes le conservateur, c'est ça. Les récits. Et on peut conclure la journée? Oui, bah, si tu veux peut-être aussi. Enfin, Oui, tu veux que je vienne là pour conclure la journée? non, mais je sais pas où je me mets là, mais pour qu'on soit toutes Donc les il y a un deux, endroit pour conclure la journée. Non, mais ce sera plus voilà. facile aussi pour la caméra. C'est un petit peu plus. Enfin voilà, un petit peu. On est dans les temps, Oui. 18h. Bon, on a juste 10 minutes de retard. Voilà. Donc pour les mastériennes, on va dire que ça peut peut-être vous insuffler des idées à la place de l'écrit dans une exposition, comment le faire vivre avec une vidéoprojection. Il y avait des impulsions avec Carole Thibault. Pour Appel d'air, la place de l'écrit dans la cité, dans la ville, peut-être quelques idées avec le travail de Carrel. Enfin, tout ça, c'est pour vous donner des envies, peut-être des désirs d'écriture. Voilà. Et puis je pense aussi pour les études littéraires elles-mêmes, pas seulement pour les personnes qui sont en charge de ces lieux, hein, mais aussi pour nous, enseignants-chercheurs. Je trouve que ça décloisonne aussi beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup d'horizons, beaucoup d'autres problématiques, beaucoup de façons d'aborder les choses de façon beaucoup moins académique, figée. Et c'est vrai que, enfin, je tiens à te remercier du coup, puisqu'on est on est réunis là aussi à l'image. Merci beaucoup d'avoir accepté cette journée qui s'ajoutait à ton emploi du temps de ministériel. Et ça a été vraiment, je trouve, c'est une belle rencontre et je trouve que ce sujet-là nous réunit vraiment toutes les deux et Ouais, c'est sympa. nous a amené à, pour toi... Et puis décloisonner, c'est aussi aller voir chez les dramaturges, Ouais. les femmes de théâtre, aller voir l'art contemporain. Ouais. Et les artistes, là, c'est pour nous les piliers de la réflexion. Et on a voulu les et mettre au centre parce ouais. qu'on a pensé que c'était vraiment elles, en l'occurrence, puisque ce sont que des artistes féminines, mais on a pensé que c'était elles qui allaient en fait nous apporter des clés, des nouvelles clés de découverte de ce sujet. Et de la création et des process. Mm. Et voilà. Donc,
suite à la prochaine journée d'études, on verra. En tout cas, sur ce cursus de muséographique, c'est le temps du début d'année, hein, il n'y en aura pas sur toute l'année, on n'en parlera plus. On va passer à autre chose. Voilà. Merci d'être venu. Merci à tous. Et puis on espère que ça vous a un peu nourri, vous qui étiez très demandeurs de collaboration pour le musée Yourcenar, que peut-être ça vous a voilà, ouvert quelques fenêtres, quelques pistes, et on se retrouvera volontiers. Et précisons peut-être que cette journée sera retransmise, alors on va procéder à un montage, mais elle sera retransmise sur le site des Rimel que représente David aujourd'hui. Donc vous pourrez aussi à nouveau visionner et faire partager les vidéos autour de vous. On vous préviendra du lancement, mais surveillez sur le site des Rimel dont on a parlé au tout début de la journée. Puis on vous souhaite un bon week-end. Ouais, merci à tous. Merci.